Merci Mathéo, cher public, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce concert-conférence autour de la thématique musique et climat. Alors, je suis content d'avoir du monde aujourd'hui parce que, sincèrement, cette thématique, avouons-le, est un peu saugrenue. Quel est le lien entre la musique et le climat? On peut se dire d'abord que le climat et la musique sont deux éléments systémiques, deux éléments que nous retrouvons partout dans notre société. Le climat, d'une part, on en entend parler de plus en plus, hélas, je dirais, le réchauffement climatique, l'urgence climatique. On entend parler des marches pour le climat, des rapports du GIEC qui arrivent de temps à autre, de plus en plus alarmants, les blocages de routes par des activistes, la menace d'un glacier, de l'apocalypse dont vous avez peut-être entendu parler, plus de 200 000 km² qui, une fois dans la mer, ferait que le niveau des océans monterait de 3 mètres. Les records de chaleur, la disparition prématurée des espèces, et j'en tiens pour preuve la presse de ce dernier mois. Si on parcourt très rapidement les différents titres qui ont scandé la presse régionale et locale, on peut trouver tous ces titres au fil rien que du mois d'avril 2022 déjà. Vous voyez que le climat est dans toutes les têtes. Donc, nous vivons dans une société où le climat est omniprésent. Du côté de la musique, finalement, c'est un phénomène naturel qui a toujours existé. Pensez au chant des oiseaux, au chant de l'homme, au sifflement, au recoulement d'une rivière. C'est une manière des musiques de la nature qui existent et qui ont toujours existé. Donc, nous vivons dans ce que Murray Schafer appelait le paysage sonore, le soundscape. Donc, nous vivons dans un paysage qui est rempli de musique. Donc, si je résume, nous avons à la fois un monde où le climat est omniprésent et un monde où la musique est omniprésente. Donc, il doit y avoir un endroit où les deux sphères s'intersectent, une intersection entre musique et climat. Alors, quels seraient les éléments qui seraient entre la musique et le climat, qui seraient justement dans ce point commun? Dans son dictionnaire de musique, Rousseau nous donne un indice. Il évoque Diodore, qui dit que l'origine de la musique remonterait au chant du vent dans les roseaux, dans l'Égypte antique, et que ce serait une sorte d'étymologie de la musique. Alors, on ne comprend pas très bien exactement où il veut en venir, mais on tient une piste. Plus tard, dans l'essai sur l'origine des langues, il nous donne un autre indice. En 1781, il écrit « La principale cause qui distingue les langues est locale. Elle vient des climats où elles naissent et de la manière dont elles se forment. » On comprend alors que notre langue dépend du climat dans lequel nous vivons. Nous sommes du nord ou du sud, nous n'avons pas le même climat et donc nous n'avons pas forcément la même langue. Très bien. Donc, il y aura une sorte de causalité entre le climat et notre langue. Bon. Quelques chapitres plus loin, il fait le lien avec la musique. Les premiers discours furent les premières chansons. Les retours périodiques et mesurés du rythme, les inflexions mélodieuses des accents firent naître la poésie et la musique avec la langue. Et nous avons notre deuxième lien. La langue est une première forme de musique, si on fait abstraction des éléments dans la nature qui font du son comme les roseaux. Donc, pour Rousseau, le climat influence la langue et la langue influence la musique. Donc, le climat influence notre musique. On a donc un premier lien très intéressant de cette intersection entre le climat et la musique. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de retourner le problème. On a compris que le climat pouvait influencer notre musique, mais à quel point notre musique arrive à influencer le climat? Ou encore mieux, jusqu'à quel point la musique peut être active, efficace face au climat que nous vivons, à l'urgence climatique, au réchauffement climatique. C'est un peu le sujet de ce soir. Et je donnerai comme question principale à quel point la musique peut réveiller les consciences climatiques, nous faire prendre conscience du problème climatique qui se joue sous nos yeux. Alors, commençons par un exemple. Un exemple que vous connaissez, parce que vous l'avez entre vos mains, en fait. Vous avez peut-être remarqué l'affiche de ce soir. Elle provient de cette partition de Matthew Berkner, un compositeur américain. Et c'est une pièce qui s'appelle Cloud Prince, qui a été écrite en 2008-2012.
et qui utilise en fait comme canevas une image d'un nuage. Bon, très bien, on se dit intéressant, un élément climatique. Et à partir de ce nuage, il indique des notes. Les stries du nuage viennent se superposer à une partition et viennent nous indiquer des notes de musique. On pourrait se dire à ce moment, ah voilà, ça c'est un très bel exemple, la musique qui a une interaction, une résonance avec le climat. Attention, ce n'est pas si simple. Et vous verrez, il faut faire attention, tout est une question de nuance. Jusqu'à quel point cette musique va nous rappeler le climat? Si on fouille un peu, on comprend que le nuage ici donne un réservoir de notes, nous donne une homogénéité entre les différentes notes. Mais on a oublié l'image du nuage. Il aurait pu utiliser une constellation, une toile de Kandinsky par exemple, et faire le même phénomène, et on aurait eu une répartition des notes intéressante. Donc vous voyez, c'est comme un peu le greenwashing. On a l'impression que ça va sauver le climat, mais finalement c'est un peu plus fin que ça. Donc il faudra faire attention à chacun de nos exemples, de vérifier que le lien entre musique et climat est toujours là, que la musique a vraiment une résonance par rapport au climat et est vraiment efficace. Donc, si c'est une très belle image esthétique pour le concert, en fait, ce n'est pas vraiment un très bon exemple pour ce soir. Mais vous verrez, il y en a de bien meilleurs. Bon, ça ne règle pas le problème. Pourquoi? Puisque je vous ai donné un bel exemple qui, finalement, ne résout pas notre problème. Comment parvenir à montrer le climat à partir de la musique? Alors, on pourrait déjà regarder les points communs entre le climat et la musique. Peut-être vous avez compris que le lien entre les deux, c'est aussi que ce sont des arts du temps. Le climat s'inscrit dans la longue durée, dans les siècles. On parle d'ère glaciaire. Voilà. Le climat vraiment nous échappe à notre échelle humaine, d'une certaine manière, mais s'inscrit dans le temps. La musique, d'une certaine manière aussi, c'est l'art du temps. Sans temps, pas de musique. Vous pouvez avoir une belle peinture, mais pas de musique. Donc, on a deux échelles différentes. L'échelle du climat, le temps large, et le temps court, l'échelle de la musique. Comme si nous avions une sorte de miniature du climat dans la musique. En fait, on peut comparer ça à une maquette. Prenez une maquette. Elle vous montre une ville, un village, qui est bien plus grand, mais elle le miniaturise. Une map monde, c'est la même chose. Vous avez la surface de la Terre qui est bien plus grande et qui nous échappe, et on peut la réduire grâce à la map monde. Eh bien, cet effet de zoom temporel que peut permettre la musique eh bien, est très utile et nous permettrait d'avoir une résonance entre la musique et le climat. Alors, quelles sont les manifestations climatiques que l'on pourrait mettre dans un espace musical? Vous savez, je pense que vous avez en tête plusieurs statistiques, plusieurs graphiques, plusieurs données. On a calculé pendant des siècles, ça fait 2 siècles qu'on mesure des données sur le climat, le réchauffement, les températures, la taille de la glace, etc. Tel point qu'on n'y comprend plus tellement grand-chose, mais on a beaucoup de données. Et ces données sont très intéressantes parce qu'on peut les retranscrire en musique. Regardez. S'affiche ici un graphe, une fonction, si vous voulez, de l'évolution des températures entre 1880 et aujourd'hui. Vous savez, l'évolution par rapport à zéro du climat. Bon. Et ça nous forme une courbe. Et vous voyez un musicien derrière, un violoncelliste, qui s'appelle Daniel Crawford, qui est un étudiant en géographie, si je ne me trompe pas, qui a en fait transformé cette fonction, ce graphe, ces statistiques, en musique. Il a appelé ça « A Song of Our Warming Planet ». Et comment on pourrait transcrire ça en musique? Ce n'est pas des notes, ce n'est pas une partition. Alors, je vous propose une petite expérience. Je vais demander à Sophia, qui sera notre violoniste ce soir, de bien vouloir nous jouer cette fonction, cette statistique, un peu instinctivement, comme tu penses que ça pourrait donner en transcrivant ça en musique. Je t'en prie. Merci, Sophia. Vous avez peut-être remarqué qu'elle a pris cette courbe, elle est partie des notes les plus graves, et elle est montée dans l'aigu plus la courbe montait. C'est assez naturel, en fait. Et c'est d'ailleurs l'idée qu'a eue Daniel Crawford. Alors, il est un peu moins artistique que nous a proposé Sophia ce soir, mais il a compté
statistiques, et puis il a fait une échelle en disant, bon voilà, la première statistique c'est le sol dièse grave au début, et puis ça arrive tout en haut. C'est très intéressant parce que sur un violoncelle, plus vous montez dans les positions, plus il y a une tension dans les cordes. Plus au fil de ce morceau, vous avez une tension qui s'explique. Plus la tension climatique, l'urgence climatique augmente. Donc vous avez ce parallèle qui est très intéressant. Là, on remarque que la statistique est vue de manière progressive. Ce n'est pas forcément la seule manière, vous pouvez aussi avoir des phénomènes de seuillage. Vous prenez des données, par exemple, Mark Pinsky ici a pris des données de la pluviosité dans l'Arkansas, voilà, il a choisi ça, et il a séparé les 10 années les plus sèches et les 10 années les plus humides, depuis le début du XXe siècle. Et les 10 années les plus sèches, il leur a donné un son grave, et les 10 années les plus humides, il leur a donné un son aigu. Ce qui fait que vous avez un phénomène où toutes les valeurs médianes ont une note médiane, et le reste donne des à-coups. Donc vous avez un phénomène qui n'est plus progressif, mais un phénomène qui est plus agressif. Je vous propose d'écouter, et vous verrez que ça donne une petite sonnerie très intéressante. Voilà, on remarque qu'il y a vraiment une concentration à la fin de ce schéma. On attend, on a envie d'entendre cette fin, et malheureusement, parce que ça concentre en fait le plus d'années les plus extrêmes. En fait, ces phénomènes-là s'appellent des sonifications. On transforme des statistiques en musique. Encore plus flagrant avec cet exemple de Chris Schaef, qui a pris les valeurs de carbone d'année en année. Il en a fait un bourdon, une note qui tient et qui monte d'année en année au fur et à mesure que le taux de carbone augmente dans l'atmosphère. Et puis, les notes qu'on entendra au-dessus sont les valeurs globales de température. Et je vous laisse entendre ça depuis, donc vous voyez, il remonte depuis 1705 jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois, ça me fait le coup. Hein. Dans ce genre de moment, on a l'impression qu'il faut sortir les œufs de la casserole avant qu'ils explosent. Ce genre de sonification a quand même un petit biais. Si on fait le même exercice dans 50 ans, on n'aura pas le même résultat, puisqu'on a pris comme base les premières données que nous avions, et comme valeur extrême, les valeurs d'aujourd'hui. Mais rien ne nous dit qu'aujourd'hui sont les valeurs extrêmes. Gardez ça en tête. Bref, vous avez compris, je pense que tout l'enjeu, c'est de trouver la meilleure base, c'est de trouver la meilleure traduction. Et c'est le souci de nombreux scientifiques pour vulgariser leurs données. Judith Wedd, qui est la première compositrice que nous entendrons ce soir, a été confrontée à ce problème. Elle a fait des études en sciences atmosphériques à Washington.
Et elle cherchait à vulgariser ces données parce qu'elle avait bien compris que nous étions soumis de plus en plus à des schémas, des statistiques, et on n'arrivait plus à les lire tellement on en avait. Voici le schéma qu'elle a utilisé dans sa pièce. Arctic Sea Ice, c'est en fait la taille de la mer de glace qui existe du fait du vent polaire. Vous avez de l'eau de la mer qui gèle du fait du vent polaire. Et cette surface de neige, cette surface de glace est très importante pour refléter le soleil. Et vous voyez que sa surface a diminué drastiquement entre 1779 et 2015. Dans sa pièce, elle va reprendre cette idée temporelle et cette idée de la courbe. Je vais vous montrer un peu. Je n'ai pas la partition, je vais la prendre. Évidemment, c'est notre pianiste Juliette qui me la jouera, hein, bien mieux que moi. Hein. Mais je vais vous donner quelques clés de lecture, clés d'écoute, devrais-je dire. Donc, vous aurez à la main gauche un ostinato, 4 accords qui se répètent. Chaque accord symbolise une saison, printemps, été, automne, hiver, car chaque mesure est une année. Donc on avance, plus on avance dans la pièce, plus on avance dans les années des statistiques. Et puis au-dessus, on a la courbe qui a été spécifiée par la main droite. Sauf que vous remarquez qu'à ce petit jeu, si la main gauche ne bouge pas et que la main droite suit la courbe, il va se passer un élément étrange au bout d'un moment. C'est que vous avez la main gauche qui ne bouge pas et la main droite qui descend, et vous avez cette situation un peu gênante. Donc, observez bien les mains de la pianiste. On va écouter cette pièce maintenant.
Merci Juliette. C'est vraiment une pièce qui est très bien composée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les dynamiques, les nuances vont du plus petit au plus grand, les dissonances, les tensions augmentent au fil de la pièce. Et puis, il y a ces mains qui se croisent, qui finalement, pour l'interprète, demandent une réflexion. On a besoin de se poser la question en tant que pianiste, pourquoi je dois jouer comme ça? C'est vraiment très inconfortable. Alors évidemment, je ne suis pas très bien placé pour vous en parler, parce que ce n'est pas moi qui ai travaillé la pièce directement. Alors, je vous propose d'avoir le retour de Juliette sur cette question-là. Bonsoir. Comme l'a dit Christophe, c'est vrai que cette pièce est assez inconfortable à jouer. Du fait que les mains soient croisées, l'écriture est aussi inversée, c'est-à-dire que je dois lire en bas ce que je suis censé jouer avec la main droite et en haut ce que je suis censé jouer avec la main gauche, ce qui n'est pas très naturel par rapport à d'habitude. Et vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait le choix aux 2 tiers de la pièce de décroiser les mains et d'inverser ce qu'avait demandé la compositrice, pour une raison assez simple, c'est que j'avais les bras aussi trop courts pour jouer ce qu'elle demandait. Donc voilà, si vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas entendre la différence, mais visuellement, c'est un peu différent. Oui, merci Juliette. Évidemment, je pense que tu ne dois pas être la seule à avoir fait ce choix-là, parce que c'est un défi redoutable de jouer cette pièce. Donc, du point de vue de l'interprète, ça pose une question, ça demande la réflexion. En plus, sur la partition, vous avez les années qui sont indiquées. Donc, vous posez la question, à quoi correspondent ces années? Vous allez chercher et vous trouvez la réponse. Il y a cette question de tension. Mais pour le public, évidemment, j'imagine que si vous n'avez rien à raconter de cette pièce, difficile de savoir que derrière se cachait le vent polaire, ça devenait très compliqué. Et c'est là, en fait, tout l'intérêt de la médiation musicale, et c'est là aussi pourquoi je suis là en tant qu'étudiant master de musicologie, c'est pour vous donner ces clés de lecture et ces clés d'écoute pour pouvoir apprécier au mieux la pièce et lui donner aussi tout son goût, toute sa saveur. Alors, on remarque par ces quelques exemples que la musique permet de représenter et de ressentir ces statistiques, de ressentir une réalité, d'une part parce que c'est un art du temps, une petite miniature, et d'autre part parce que vous avez tous les affects qui sont liés à la musique qui viennent couvrir un graphique qui, de base, est un peu inerte. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas parler de statistiques pendant toute la soirée. Il y a d'autres choses très intéressantes à dire sur le rapport entre climat et musique qui n'ont aucun rapport avec les statistiques. Et je vous propose de vous emmener dans les pôles. On va aller voir les icebergs et on va aussi aller dénicher quelques glaciers. Et je vais revenir sur le compositeur qui est Matthew Bertner, dont je présentais le Cloud Prince au début. Eh bien, c'est un compositeur qui s'est beaucoup intéressé au vent. On le voit à droite, il enregistre le son du vent. Et depuis quelques années, il a une certaine fixation sur la neige, sur les glaciers. Et il va partout pour écouter, entendre, piocher, capturer le son de la neige qui fond, des glaciers qui fondent. Il va pour cela utiliser 2 types d'instruments, des micros de proximité qu'il va coller, qu'il va scotcher, qu'il va attacher au glacier pour entendre le son de la neige qui fond, et des hydrophones. Alors, je n'ai pas réussi à m'en procurer un aujourd'hui parce que la haute école n'en a pas, mais il faut s'imaginer que ce sont des micros de ce type-là qu'on plonge dans l'eau, comme ça. Voilà, hein. Vous voyez, c'est un micro particulier, je ne vais pas le faire, mais sinon après on va me taper dessus, mais je n'ai pas envie. En fait, vous pouvez entendre le son de l'eau grâce à ces hydrophones. Et donc certaines pièces vont utiliser ces outils-là dans leur composition. La prochaine pièce que nous allons entendre va s'attarder sur un glacier, le glacier Muir, qui est en Alaska, et qui a une importance particulière pour Bertner, comme d'ailleurs tous les glaciers. Il écrit lui-même qu'un glacier, pour lui, chante des millions de mélodies. C'est en quelque sorte une incroyable symphonie. Il y a tout un univers sonore dans un seul glacier qui fond, et chaque glacier a ses propres caractéristiques. Sous-entendez, une fois qu'un glacier est mort, a disparu du fait du réchauffement climatique, eh bien, des millions de mélodies sont perdues. Tous ces sons qu'on pouvait capturer. C'est le cas du glacier Muir. La pièce s'appelle Élégie, glacier Muir, 1889-2009. C'est un peu comme une pierre tombale, hein. Vous avez l'année de naissance, l'année de mort, et en effet, en 2009, le glacier a disparu. Il n'existait plus. Et à ce moment-là, le musée d'Anchorage, qui avait des tableaux du glacier en question, a demandé à Matthew Bertner de faire une pièce sur ce glacier. Alors, petite histoire sur ces peintures, elles ont été faites par Thomas Hill, qui est un peintre réaliste du 19e siècle américain, qui
qu'avait fait des paysages californiens. Vous voyez, c'est presque une photographie, c'est vraiment d'une extrême précision. Et John Muir, qui est un naturaliste, qui a donné son nom d'ailleurs au glacier, lui a demandé de faire une capture, de faire une sorte de photo, mais par la peinture, du glacier en question. Et il l'a fait à plusieurs reprises. On a d'ailleurs un autre tableau de ce glacier. Alors, je vous ai dit 1889-2009. Alors, la mort du glacier, on comprend encore. Bon, d'accord, il n'existe plus, les statistiques font que... Voilà. Mais qu'en est-il de 1889 ? C'est quoi la naissance d'un glacier ? Alors, en vrai, c'est la peinture. Il date de 1889. Et c'était dans le musée, autour de cette peinture, qu'une installation sonore avait été mise. Et Matthew Butner faisait passer une bande-son que nous allons entendre et a composé une pièce exprès pour violon et bande-son où on entend le glacier qui fond avec la mélodie du violon autour. Alors je dois me coordonner avec Sophia pour lancer la bande-son.
Cette élégie, une élégie, c'est un chant mélancolique, évidemment, c'est la disparition de ce glacier. Il n'y a plus de musique parce qu'il n'y a plus de glacier. Je vous le dis, c'est marqué sur la partition, tout est très bien minuté. La partition dure exactement 4 minutes 33. Alors vous connaissez peut-être la pièce de John Cage qui porte le même nom et qui dure 4 minutes 33, 4 minutes 33 de silence. En fait, 4 minutes 33, c'est également 273 secondes. Et 273 dans l'univers du climat, c'est important parce que 273 degrés Celsius, c'est le 0 Kelvin. En gros, c'est le zéro absolu. Vous ne pouvez pas aller en deçà. Et donc, d'une certaine manière, le fait que cette partition, cette musique, cette pièce dure 273 secondes indique chaque degré qui monte et au bout du compte, vous arrivez à 0 degré Celsius et la neige, la glace fond. Voilà, il n'y a plus de glacier. Évidemment, ça, on l'entend. Enfin, on ne l'entend pas. Hein. Je ne crois pas que vous ayez un minuteur dans la tête et on dit oh, mon Dieu, c'est 4 minutes 33, intéressant. Non, bon, ça, je vous le dis. Et voilà, la médiation musicale sert aussi à ça. Je pense que ce qui est un plus intéressant ici, c'est l'immersion. Vous avez été pendant 4 minutes 33 dans un glacier qui fondait, dans ce glacier muir, avec les harmoniques du violon, le chant du violon qui racontait de cette manière l'âme de ce glacier qui était en train de mourir. Vous êtes peut-être posé la question, mais bon, Mathieu Bottner a composé cette pièce quand le glacier a disparu. Alors d'où viennent les sons qu'on entend? C'est vrai. Alors en fait, il s'est basé sur des glaciers alentours qui existent encore, et sur des données Google Earth assez précises du ministère de l'Intérieur américain sur l'évolution du glacier. Voilà. Et en fait, il y a des effets de marée qu'on entend, dont je ne rentre pas dans les détails parce que je ne les ai absolument pas compris. Mais voilà, il y a un rapport avec des données statistiques assez complexes qui se jouent derrière cette pièce. Voilà. Voilà un peu l'évolution du glacier. Je vous ai mis un peu sa situation en Alaska. Et comment il est devenu d'un glacier de mer, il est devenu un glacier de terre. Le changement climatique, c'est également la possibilité pour certains compositeurs d'avoir des élans de composition, des chocs. Il y a dans la prochaine pièce vraiment ce cas-là. C'est Jan Dicke qui a composé la prochaine pièce et il a lu un article de la BBC avec cette image qui indiquait entre 2007 et 2008 août 2007, août 2008, la disparition d'une certaine partie du parasol blanc. C'est justement cette surface blanche qui, en plus de geler avec le vent polaire, va refléter le soleil et donc limiter le réchauffement des eaux. Quand celles-ci fond, ça amplifie le phénomène, puisque à ce moment-là, le soleil vient plus taper la neige et être reflétée, mais dans ce cas-là, elle vient chauffer directement l'eau. Et donc, c'est un cercle vicieux et ça augmente encore de manière exponentielle le réchauffement des eaux et le réchauffement climatique. Et une des phrases de l'article indiquait « Ces changements sont irréversibles dans le climat actuel ». Cet article datait donc de 2008 et c'est vraiment la phrase qui lui a donné envie de composer la pièce que nous allons entendre, qui est un glacier qui fond. C'est une pièce pour piano où vous n'entendrez en fait pas le piano, vous entendrez vraiment un iceberg. Ice cracking, c'est le tempo de la pièce, un iceberg qui fond. Ça commence par une note toute seule, qui est gelée, do dièse, et au fur et à mesure, elle se liquéfie. Et vous allez entendre, vous pourrez même voir l'iceberg qui chute. C'est une image évidemment profondément poétique, mais profondément dramatique, qui a été mise en avant ici par Jan Dicke. Donc nous allons entendre cette pièce pour piano, avec des notes répétées, des effets impressionnistes, presque à la Ravel, à la Debussy, dans la partie médiane, très rhapsodique, comme des fontaines, de l'eau qui coule. Et donc, c'est plus un piano que vous allez entendre, c'est véritablement de l'eau.
elle mérite d'autant d'applaudissements que je dois dire que cette pièce est véritablement compliquée. Je vous en mets juste un petit extrait. Alors, on voit déjà qu'il y a 3 portées, généralement le piano il y en a 2. C'est vous dire le nombre de choses qui se superposent. Il y a des divisions par 3, par 5, par 8, par 32 qui sont à jouer en même temps. Les nuances sont différentes. Voilà, on sent qu'il y a une fébrilité dans l'ouvrage, dans ce glacier qui fond, et on sait que les impacts vont arriver, mais on ne sait jamais vraiment quand. Et ce stress qui a lieu chez l'interprète, de savoir bien interpréter, bien jouer la pièce et bien faire l'impact au moment où c'est indiqué dans la partition, peut se communiquer d'une certaine manière au public. Ça, je vous laisse seul juge pour savoir si ça a marché. Qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant ? Je reprends mes notes. Oui, bien sûr. Donc, on a pu remarquer qu'on a eu un amplificateur sonore. On a entendu quelque chose qu'on n'entendrait jamais. Finalement, le bruit d'un iceberg qui fond, il faudrait vraiment avoir l'oreille collée à l'iceberg pendant un bon moment. Là, cette pièce a pu nous le faire entendre. Donc, on avait vu l'amplificateur temporel, ou le dézoom temporel dans les autres pièces. Là, on a eu un amplificateur sonore qui nous a permis d'entendre cette réalité. Et l'immersion du glacier que nous avons eu avant, eh bien, nous a emmenés sur place. Nous étions le temps d'une musique, lors d'une pièce, dans un glacier. Eh bien, la musique nous permet d'une certaine manière, c'est un peu paradoxal, mais la musique nous permet de voir l'événement climatique. Le problème n'est plus soumis à la mort kilométrique qui voudrait que ce qui est loin n'est pas notre préoccupation, ce qui est souvent le cas pour le climat. Eh bien, le problème est maintenant devant nos yeux. La musique nous ramène vers le lieu problématique, par la performance musicale. Bon, c'est bien joli, mais concrètement dans tout ça, en quoi ça a changé les choses ? Eh bien, c'est vrai que ce n'est pas en faisant jouer un orchestre symphonique sur la glace polaire que vous allez changer le réchauffement climatique. Non, bien sûr. En quoi la musique peut être active dans ce phénomène-là. Alors, on peut parler d'activisme acoustique. Bon. Il y a les conférences des partis qui ont lieu, vous savez, chaque année, on répète toujours un peu la même chose, malheureusement, et il y a des hymnes qui sont composés pour ces occasions-là. Alors, ça galvanise les participants, comme on compose un hymne pour les Jeux Olympiques. Bon, j'ai décidé de ne pas trop en parler ce soir, mais c'est aussi une fonction de la musique pour le climat, d'une certaine manière. Il y a eu un essai à la COP24 en Pologne, où ils ont joué The Lost Seasons, les saisons perdues. C'était une réimprovisation, une réadaptation de Vivaldi, des 4 saisons de Vivaldi, dans des tempi un peu spéciaux, pour montrer l'impact climatique. Bon, c'est une bonne idée, en tout cas, d'avoir pris une pièce que tout le monde connaît, parce que ça touche tout le monde. On sait, ah oui, Vivaldi, l'été, j'aime bien, j'ai écouté ça l'autre jour. Mais d'une certaine manière, ça sonne un peu comme une reprise, et on perd la dimension d'engagement climatique qu'il y a derrière. Ce qu'on peut réutiliser, ce sont les discours. Les discours, il y en a eu plein pendant les COP successives, et Hilary Pennington, une compositrice américaine toujours, a réutilisé dans une de ses pièces, de Clarion Call en 2016, un texte d'une jeune fille des îles Marshall qui expliquait que son pays allait disparaître, submergé par les eaux. C'était un texte chargé d'émotions. Elle l'a repris et l'a mis en musique. Elle a également mis des textes climato-sceptiques. Ça, c'est très intéressant. On va écouter un exemple. Voici une lettre qui a été écrite par John Coleman, le fondateur de The Weather Channel, qui explique à des scientifiques que finalement, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Les ours polaires sont toujours là, d'ailleurs leur nombre augmente, il n'y a eu aucun problème de changement climatique, et donc il l'exprime ouvertement dans cette lettre, disant que l'océan n'est pas du tout en train d'augmenter, donc la hauteur des eaux n'est pas en train d'augmenter, et il explique que lui est un spécialiste et qu'en fait, toutes ces questions climatiques, c'est qu'une question politique. Je ne vais pas commencer à débattre. Hein. Mais Hilary Pennington a pris ce texte et a mis un contrepoint musical, l'a fait résonner avec de la musique. On va l'entendre, les parties qui sont chantées sont en gras, elle n'a pas tout repris, on va l'entendre et je commenterai après.
C'est une pièce pour ensemble, 8 musiciens. C'est compliqué de la mettre en place ce soir, c'est pour ça que j'ai préféré vous la faire entendre. Évidemment, on peut entendre ce contrepoint entre la musique et le discours. Certains passages qui ont l'air très sérieux, finalement, deviennent presque ridicules dans la mise en scène, dans la mise en musique de Purrington. C'est très intéressant parce qu'on remarque qu'ici, la musique peut critiquer un discours. Elle peut mettre en avant la peur, l'angoisse, l'urgence pour les défenseurs du climat, cette jeune fille des îles Marshall, et la naïveté, la paresse, le déni dans ce genre de discours. On remarque par exemple, au moment où il explique, il invoque qu'il est le fondateur de The Weather Channel et puis plein d'autres choses, on n'entend presque pas, parce qu'il y a tellement de musique, ça couvre. Et puis il arrive sur cette phrase « Je suis un sérieux professionnel », on n'y croit presque plus. Là, on a vraiment ce rôle de critique ici. Autre exemple, peut-être plus concret. Plus concret, il y a plusieurs ONG qui proposent des projets et qui les financent à l'aide d'artistes musicaux. C'est le cas de Sound Earth Legacy, donc l'héritage du son terrestre, si l'on veut, en mauvaise traduction. Et donc, voilà, ils font des projets musicaux qui leur permettent de récolter des fonds pour des projets environnementaux. Donc, il y a plus ou moins directement un impact sur le réchauffement climatique. Ils expliquent justement que la musique et le son sont les outils les plus puissants pour communiquer et créer de l'empathie entre les humains et les espèces. Ça correspond un peu à ce que nous disons ce soir. Et donc, voilà, ils ont plusieurs projets. Il y a un projet qui est Black Coral Symphony, qui vise à protéger la forêt des coraux. Et donc, eux, ils utilisent des hydrophones et ils vont écouter les sons du corail, un son qui est voué à disparaître puisque ces barrières de coraux sont vraiment en voie de disparition à cause du réchauffement des eaux principalement. Donc on remarque que la musique peut cette fois-ci critiquer et accompagner les démarches, critiquer les climato-sceptiques et défendre les mouvements pro-climat. Une autre chose que fait cette ONG, c'est de défendre ce petit cétacé, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le vaquita. C'est le plus petit cétacé du monde qui habite dans le golfe de Californie. Il existe 10 spécimens de cette espèce. 10. Autant dire qu'il faut le protéger, et donc cette ONG vise à le défendre. Et ça nous mène à un plan intéressant pour notre sujet, c'est la disparition des espèces. En effet, il y a plusieurs animaux qui sont en voie de disparition et la musique peut dialoguer avec ces animaux et les mettre en valeur. Alors, les musiciens, vous savez peut-être, il existe ce catalogue d'oiseaux de Lévy-Messiaen qui a catalogué les espèces d'oiseaux. Si Messiaen avait fait son travail, je sais pas, dans 100 ans, eh bien, certaines espèces auraient disparu. Donc, on peut avoir un rôle de conservation par la musique. Ars manet, si vous voulez. L'art reste. Ça a été l'idée de Whitney George, qui est une compositrice américaine, qui a composé une série de petites miniatures de pièces. Il explique que chacune de ces pièces est une nécrologie musicale d'un animal éteint sur une liste d'extinction qui ne cesse de s'allonger. Le concept de cette contrainte compositionnelle a été développé en 2014. C'est un travail indéterminé et probablement sans fin, car la liste des animaux disparus est déjà intimidante et elle continue à ajouter des membres chaque année à cette liste. Donc. Nous allons entendre donc une pièce qui s'appelle Réunion Ibis, c'est-à-dire l'ibis de la Réunion, ou autrement dit, le dodo. Ce n'est pas tout à fait le dodo, à vrai dire, mais voilà à quoi ça ressemblait. C'est une espèce qui est disparue au début du 19e siècle, il n'en existe plus, autour de l'île Maurice. En fait, l'oiseau n'avait pas appris à voler, et quand les êtres humains sont arrivés sur l'île, eh bien, il n'y avait plus moyen de fuir, notamment d'autres espèces. Mais voilà, le dodo a disparu assez rapidement. Et Whitney George a voulu le faire revivre dans cette pièce. Elle a écrit aussi sur le grand pingouin, sur le pic impérial, la tourte voyageuse. Et on va écouter cette pièce donc sur le dodo.
Merci Loïc. Alors, comment cette pièce arrive à nous parler finalement du dodo? On avait une discussion avec Loïc il y a quelques jours, et il me disait, mais finalement, si cette espèce a disparu, on ne peut pas avoir le chant de l'oiseau, en effet. On peut avoir des descriptions à droite à gauche, des récits de voyage, mais vous n'aurez jamais la mélodie du dodo. Non. Peut-être qu'il faut commencer par do, je ne sais pas. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a le processus, évidemment, d'extinction de cette série de pièces, qui est un travail qui est encore en train de se faire. Et puis, ça fait partie de la musique, ce processus. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que si Loïc se remet dans sa position avec les deux baguettes, il y a quand même quelque chose, un rapprochement avec l'oiseau. Moi, je sais pas, j'arrive à me dire que ces pattes et ces 4 baguettes, quand même, il y a un lien. Comme si finalement, on avait vu un dodo qui bougeait, une résurrection du dodo sur le vibraphone. Merci Loïc. On peut y voir évidemment aussi le battement du cœur, un certain recoulement, mais difficile évidemment de le dire explicitement, mais je trouvais intéressant d'avoir cette résurrection de l'animal sur le moment. Alors,
c'est difficile de tenir une conférence sur musique et climat sans parler d'un compositeur important, c'est John Luther Adams. Alors, même si sa pièce que nous allons entendre est à peu près dans les mêmes années que les autres, en fait, il est d'une autre génération, il est un peu plus ancien, et c'est un grand défenseur des droits environnementaux. Il est américain, lui aussi, et dans les années 70, il s'est engagé notamment dans Northern Alaska Environmental Center, donc en Alaska, pour défendre les lois pour vaincre l'urbanisation et ce qui allait à l'encontre du climat, la déforestation notamment. Eh bien, il a beaucoup travaillé sur les chants d'oiseaux. Alors, vous verrez qu'il l'utilise parce qu'il est un peu pessimiste sur la vie. J'ai sorti une petite citation de sa part. Il est de plus en plus difficile de conserver une foi absolue en l'humanité, et je me retrouve à réimaginer l'espoir. Je place plutôt ma foi dans la terre et le ciel, le vent et les oiseaux, dans ce que nous appelons la nature. Et je trouve du réconfort dans une vision plus large de la terre et de l'univers, et de ma petite propre place, dans ce moment magnifiquement fugace, au sein de la musique infiniment turbulente et sublime de la création. La traduction est de ma part, évidemment, l'original est en anglais, mais on remarque qu'il trouve le moyen de réenchanter un monde vide ou avec peu de sens par la musique et par l'utilisation en fait des chants d'oiseaux. La prochaine pièce met en avant, c'est dans son titre d'ailleurs, cet oiseau que vous connaissez peut-être, c'est la griffe solitaire, qui a un chant particulier qu'on va entendre tout de suite d'ailleurs. C'est parti. Petit cours d'ornithologie. Vous entendez, il y a un petit motif, une pause, un petit motif, une pause, etc. Les scientifiques ont compté 8 à 13 motifs différents, c'est jamais le même d'affilée, et ça compose donc le chant de cet oiseau qui est la griffe solitaire. Ce n'est pas un oiseau qui est en voie de disparition directement, ce n'est pas le plus problématique pour l'instant, mais quelques projections, vous voyez là c'est la sphère d'habitat de la griffe solitaire. Et d'après les prévisions, si on est dans un climat à plus 2 degrés, ce qui est un scénario plutôt optimiste d'ailleurs, voilà les zones en rouge où la griffe solitaire devrait fuir, donc en gros elle mourrait, et en bleu les zones qui l'iraient peupler. Autant dire que ce serait de grands chamboulements. Et encore, c'est une espèce qui n'est pas trop problématique. La pièce donc, que nous allons entendre reprend ce chant d'oiseau. Ce n'est pas une transcription, c'est impossible, ce n'est pas une transcription littérale, ce n'est pas une imitation, mais c'est plutôt une évocation, une traduction plus ou moins fidèle. Le chant de l'oiseau est trop spontané, trop virtuose. Et d'ailleurs, Messiaen avait le même problème. Vous avez les tonalités, c'est microtonal, impossible de le noter pour des instruments diatoniques et chromatiques de manière précise. Donc c'est vraiment une évocation. Il avait déjà utilisé les chants d'oiseaux en fait dans une pièce des années 70, Songbirds Songs, dans les chants d'oiseaux, avec piccolo et percussion. Et il avait donc utilisé des extraits musicaux. Et je vous propose d'en écouter quelques-uns. Alors on va déjà écouter le chant d'oiseau justement de la griffe solitaire dans le morceau suivant. Je t'en prie, Loïc. Le petit motif, une pause, le petit motif, une pause, et vous verrez que ce n'est jamais le même motif d'affilée. Donc c'est vraiment une évocation, c'est une stylisation de la griffe solitaire. Dans Songbirds Songs, il y avait d'autres petits oiseaux. Alors peut-être que j'ai des ornithologues expérimentés dans la salle. On va faire un petit blind test pour voir si vous reconnaissez le chant d'oiseau. Alors Loïc, je t'en prie, fais-nous entendre un premier oiseau. Quelqu'un là?
Alors en fait, c'est toujours la griffe solitaire. Vous entendez le petit motif, ta. C'était la griffe solitaire, qu'il a déjà utilisé dans sa précédente pièce. Un autre. C'est la griffe des bois, c'est la cousine en fait de la griffe solitaire. C'est celle-ci. Alors celle-ci est en voie de disparition, véritablement. Il y a vraiment des gens qui se battent pour préserver cette espèce. Un autre. Apparemment, c'est le même oiseau. Bon. Pour vous montrer toute la variété qu'on a, hein, c'est l'oiseau de Baltimore. Je dois même tricher, je dois vous dire. C'est l'oriole de Baltimore, qui vit en Amérique principalement. Voilà à quoi il ressemble. Encore un petit dernier pour la route. C'est celui-ci, carouge à épaulettes. Autant pour vous dire, pour vous montrer toute la diversité qu'il y a dans les chants d'oiseaux. Donc, si vous avez une espèce qui disparaît, vous avez une mélodie qui disparaît avec. Et donc, la musique s'empare de cette problématique parce que, comme pour les glaciers, si vous avez une disparition d'une espèce, vous avez une disparition d'un matériau musical, une diminution, un appauvrissement du matériau musical. Il est temps, je crois, d'écouter la dernière pièce de ce soir.
Loïc, Juliette, merci pour ce duo. Donc, la griffe solitaire d'une part au glockenspiel et au piano, ces résonances, ces échos, de cette manière l'ombre de l'oiseau. C'est une musique inspirée par le minimalisme, qui est répétitive et qui installe d'une certaine manière une sorte de transe au fur et à mesure de la pièce. Alors, pour ma part, j'ai l'impression que ça nous laisse un temps de réflexion, le temps de la musique. On est pris par cette répétitivité et on est amené à se questionner sur ce chant d'oiseau qui est répété, qui finalement, en fait, va disparaître un jour à cause du climat. D'une certaine manière, entre ces cliquetis de la forêt et ce vol planant de l'oiseau, on est amené à cette réflexion, et c'est là un des rôles que peut jouer la musique, c'est d'offrir le temps de la réflexion. On a donc vu que cette pièce où la griffe solitaire est mise en avant, John Luther Adams connaît très bien ces oiseaux, il a vécu en Alaska, il sait très bien que la griffe solitaire est l'oiseau qui arrive à la fin, c'est le dernier oiseau qu'on entend. C'est bien comme le crépuscule de ces oiseaux qui vont disparaître. Eh bien, cette pièce est un exemple de mise en réflexion, je crois. Donc, on peut enregistrer, archiver le patrimoine vivant par la musique, et on peut aussi se le représenter, ouvrir une porte à la réflexion. Si je reviens à notre question de départ, en quoi la musique a un impact sur les consciences climatiques, en quoi elle peut les éveiller? Eh bien, on a vu qu'elle permet de les représenter, de les ressentir, de les voir, de les entendre, de les défendre, de les critiquer, de les archiver et de réfléchir à propos de ces questions. Eh bien, on peut dire que de cette manière, ce lien entre musique et climat, c'est une représentation possible, c'est une immersion dans cette réalité, une réflexion par rapport à cette réalité, une critique par rapport à cette réalité. En fait, on est dans un champ transdisciplinaire, entre ces deux cercles. D'une part, les scientifiques qui cherchent à savoir comment défendre, comment vulgariser leurs données, pensez à Judith Wade, et d'autre part, des musiciens, pensez à Matthew Bartner, qui cherchent de nouveaux sons, ou des sons qui vont disparaître. On a pu découvrir aussi la nature modulable de la musique. L'art du temps, mais l'art des affects, l'art d'enregistrement, l'art de la transe, une sorte de map-monde miniature et dynamique. Cette musique pose le cadre temporel nécessaire à la compréhension et à la réflexion et nous permet une méditation et une réflexion à ce sujet, mais nous avons vu que si je n'étais pas là, eh bien, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas compris tout à fait ces pièces, et si j'avais été à votre place aussi, il nous faut des clés de lecture. Et on remarque donc que dans ce sujet de musique et climat, la médiation joue un rôle particulier. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que je suis là, puisque vous savez, cette conférence s'inscrit dans un séminaire autour de la médiation musicale. Et bien voilà une des conséquences de la médiation musicale et un des outils que l'on peut utiliser pour le climat. Donc, bien sûr, on n'a pas tout abordé. Je n'ai pas pu parler de l'organologie, comment on construit les violons, comment on les construit de manière plus écologique, comment on rénove les opéras, les salles de concert de manière durable. On aurait pu avoir toute une discussion là-dessus. Je n'ai pas eu le temps, mais c'est intéressant. Évidemment, vous allez repartir d'ici avec quelque chose d'important, c'est le programme. Alors, le programme, évidemment, vous pouvez le garder précieusement, avec les pièces, mais vous avez également la possibilité, surtout ne le jetez pas, ce serait quand même bête, c'est du papier recyclé, certes bio, hein, on vous rassure, vous pouvez le transformer en petit oiseau, en petite griffe solitaire, pour contribuer d'une certaine manière à vous souvenir de cet événement. Voilà, il s'envole. Souvenir de cet événement, et regardez, plus qu'un souvenir, puisque c'est un petit oiseau qui va s'ajouter à une population virtuelle de griffes solitaires. Donc, je vous encourage maintenant à composer, à réfléchir autour de ces thématiques-là et à vraiment penser jusqu'à quel point cette musique me parle du climat et à agir, évidemment, dans ce sens. Merci pour votre attention et bonne soirée. Merci.